Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, que votre semaine s'est bien passée. Je vais vous proposer aujourd'hui le second cours sur le thème des représentations du monde. Et nous allons parler aujourd'hui de la révolution galiléenne pour ce cours qui s'appelle « Comprendre les représentations du monde clos à l'univers infini ». Donc le but de ce cours, ça va être de comprendre le changement qu'il y a eu dans les représentations du monde au XVIe siècle, puisque vous savez peut-être qu'on parle à cette époque-là de ce qu'on appelle la révolution galiléenne, c'est-à-dire du fait que l'on a cessé de penser que le monde était un monde fini, géocentrique, avec donc la Terre au centre du monde, et avec une Terre qui du coup était immobile. Donc on change complètement de représentation, dit-on d'habitude à partir de Galilée. On va voir que tout ça en fait est une construction beaucoup plus longue qui va s'opérer entre le 15e et le 16e siècle. Et on va essayer d'en comprendre un petit peu les tenants et les aboutissants. En particulier, on verra ici que ce changement concerne deux aspects de la représentation du monde. Tout d'abord, comme je viens de le dire, la représentation qu'on se fait du monde change effectivement. C'est-à-dire qu'on va passer à un modèle héliocentrique dans un univers infini, donc plus dans un monde clos, dans un cosmos terminé, avec une Terre en mouvement. Ça, c'est le premier élément, le plus connu. Mais en réalité, on va essayer de montrer ici que c'est surtout la modification des principes de représentation qui est importante ici, puisque le changement dans la conception du monde va impliquer de changer pour les scientifiques ce que représenter veut dire. Et c'est ainsi que tous les principes principaux, les principes essentiels de la science moderne vont être mis en place. Alors, pour comprendre tout ça, il faut repartir d'un petit peu plus loin avec le monde grec. Si on regarde en effet les cartes du cours d'avant, celles que je vous avais montrées au tout début, la représentation du monde va concerner un mouvement des cieux. Il faut expliquer la position des astres et leur mouvement. Et elle va s'exprimer sous une forme visuelle. Je vous avais montré des cercles concentriques qui montraient en réalité la position des différents astres. On a donc des cartes du ciel, des schémas qui montrent le mouvement des astres. Et donc, on a l'impression ici que le principe d'explication serait la description. Donc, on fait un relevé des positions des astres. De fait, il faut noter qu'il y a de très très nombreuses observations du ciel, notamment dans la civilisation babylonienne, et qu'ensuite, tout le travail astronomique de Galilée, dans un livre qui s'appelle « Le messager céleste », dont je vous reparlerai un petit peu tout à l'heure, va constituer en grande partie un relevé de position des astres. Donc, l'idée dans tout ça, c'est qu'il suffirait d'observer le monde, de relever ce qu'on voit, et ça va nous servir d'explication. Selon éventuellement des principes de probabilité, c'est-à-dire que quand un phénomène s'est souvent produit, on va tendance à penser qu'il va se reproduire à l'identique. Ça, c'est un principe scientifique empirique. Empirique, ça veut dire qui vient de l'expérience. Et c'est un terme qui est né dans la médecine, puisque la médecine empirique consistait à faire des collections de cas dans lesquels on regardait quel effet a par exemple telle herbe sur telle maladie, sur tel corps, etc.
Et donc, on faisait des collections de ces descriptions des faits. Et c'est ensuite en se fiant à ces collections-là que les médecins essayaient de soigner les maladies. D'accord ? Donc, pour comprendre le monde, il suffirait de le décrire pour en rendre compte. Mais en réalité, vous allez voir que à l'époque grecque, en tout cas, c'est pas du tout comme ça que ça marche. Parce qu'en réalité, plusieurs problèmes se posent si on suit cette approche. Le premier problème, c'est que en réalité, l'observation des cieux ne nous montre pas du tout leur rationalité. Mais au contraire, la nie. En effet, quand on regarde les cieux, les astres n'ont pas du tout de trajectoire régulière. Si vous faites un relevé précis du mouvement des étoiles et des planètes en particulier, eh bien tout ça n'est pas du tout régulier. Et donc, on a l'impression que les phénomènes sont imprévisibles. D'ailleurs, les Grecs qualifiaient les planètes du système solaire d'astres errants. Parce que, on ne savait pas trop... non, pardon, c'était les étoiles, excusez-moi. D'astres errants, parce qu'on ne savait pas trop comment prédire leur mouvement. Et donc, à partir de Platon et Aristote, auxquels sont attribués selon les auteurs l'un à l'autre cette expression, on va essayer, dit-on, de sauver les phénomènes. Sauver les phénomènes, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire sauver les phénomènes, c'est-à-dire ce que l'on voit, ce qui apparaît du monde. Phénomestai en grec, ça veut dire apparaître. On va essayer de sauver ce qui apparaît du monde de l'irrationalité en trouvant une théorie qui va permettre de les expliquer rationnellement. Donc cette théorie va en réalité constituer un modèle mathématique auquel on ne prête pas forcément de réalité physique. C'est-à-dire que ce modèle mathématique a simplement pour but de dire, voilà, on peut imaginer que ça fonctionne ainsi, et donc ça nous permet de supposer qu'il y a une rationalité derrière les phénomènes. Mais tout ça est toujours fait avec énormément de prudence, et uniquement selon un modèle dont on sait qu'il est... sinon fictif, du moins mathématique. Le problème qui s'ajoute à cela, c'est du coup, si ce n'est qu'un modèle, si les mouvements des astres que l'on représente n'est qu'un modèle mathématique, comment peut-on en affirmer la vérité ? Est-ce qu'on n'est pas simplement ici en train de donner des fables qui n'ont finalement pas plus de véridicité que des mythes et qui sont simplement là pour être pratiques mais qui ne sont fondés sur rien du tout. De fait, il est tout à fait possible, et c'est fait dans le monde grec, de faire fonctionner plusieurs théories différentes qui vont être juste plus ou moins efficaces. Du coup, second problème, si on met bout à bout les observations des cieux, c'est-à-dire si je regarde mes différents relevés comme ça, on ne peut pas se faire d'idée. On ne peut pas se faire d'idée d'une unité du monde simplement grâce à cette observation. Puisqu'elles sont totalement en réalité imprévisibles, qu'elles ne nous montrent qu'un chaos phénoménal. Finalement, on n'a pas du tout un monde cohérent, simple et harmonieux, comme on en parlait la dernière fois, mais au contraire, on n'a qu'une juxtaposition de phénomènes que rien ne semble lier. On n'a pas un vêtement, on a un costume d'arlequin, tout rapiécé. Donc l'exigence première de l'idée de monde, celle de l'unité, ne peut pas être atteinte par l'observation d'une série de phénomènes, à moins qu'on ait en réalité une théorie qui les relie, et qui les relie les uns aux autres. Avec encore une fois donc ce problème d'avoir une théorie unifiante. Et donc notre dernier problème, c'est qu'il faut une théorie unifiante des phénomènes,
Mais en réalité, non seulement on en a, mais en fait on en a trop. Le problème n'est pas qu'on n'en ait pas, mais qu'on en a trop. Il y a une multiplicité de théories concurrentes et contradictoires, donc l'une ne peut pas être vraie si l'autre l'est également, et qui prétendent toutes rendre compte de ce mouvement des cieux et sauver les phénomènes. Il existe plusieurs façons coexistantes de décrire les cieux, sans qu'on sache comment trancher entre elles. Donc pour en citer simplement certaines, hein, on a par exemple une tentative d'explication chez Platon dans le Timée, qui lui va passer par un ordre mythique, puisqu'il parle d'un démiurge qui explique comment est-ce que ce démiurge forme la matière à partir de formes géométriques premières, et que cela va créer le monde. Donc c'est pas un système qui repose sur des observations astronomiques à proprement parler, mais le régime d'explication ici est plutôt philosophique. C'est-à-dire qu'on cherche à comprendre le sens du monde. Et donc on essaie de faire un système qui fasse sens. Ce système est critiqué par Aristote, qui lui va décrire le mouvement des planètes à partir d'un moteur premier qui met les planètes et les astres en mouvement, puisqu'elles vont essayer de le rejoindre. Et donc tout ça tourne. Pour Aristote, la physique et les mathématiques sont deux systèmes totalement séparés, puisque la physique, qui est un terme qui veut dire physis, ça veut dire nature en grec, c'est la science en gros de tout ce qui croît et ce qui est en mouvement, alors que les mathématiques, c'est une science qui porte sur des objets purement rationnels, les nombres, qui sont des opérations de l'esprit. Donc la physique va s'intéresser véritablement à la nature, au monde qu'il appelle sublunaire, hein, je vous avais parlé de cette distinction la dernière fois, là où les mathématiques ne s'intéressent que aux nombres et sont donc bien une théorie totalement construite. La physique, chez Aristote en particulier, c'est ce qu'on appelle une physique des qualités, c'est-à-dire que l'on va prêter aux étangs, aux différents objets du monde, des qualités comme le chaud, le froid, etc., qui vont ensuite déterminer leur comportement en tant que phénomène. Donc, par exemple, Aristote va expliquer le mouvement des objets par une théorie des éléments. Donc, pourquoi est-ce que le feu monte ? Eh bien, c'est parce que le lieu du feu, c'est le lieu du chaud, c'est le haut. Donc, le feu monte pour rejoindre son lieu premier. A l'inverse, pourquoi la pierre tombe ? Parce que la pierre est constituée de terre, et donc elle essaie de retourner à son élément premier qui est la terre, et ce faisant, elle tombe. D'accord ? Donc on voit qu'on n'est pas du tout ici dans la loi des corps, hein, on y reviendra un petit peu plus loin, et on va expliquer la physique par des qualités. Alors ça nous semble complètement fou aujourd'hui, voire complètement anti-scientifique, mais ça n'est pas du tout en fait à l'époque. Hein. Il faut véritablement attendre la révolution galiléenne dont on est en train de parler pour que la physique se fasse mathématique. Au début, ça vient pas du tout de sens hein, que on puisse expliquer la chute des corps, par exemple, à partir d'une loi mathématique. Voilà. Donc finalement, on va expliquer chez Aristote hein, le mouvement des objets par des qualités. Dernier système dont on peut parler, hein, c'est celui de Ptolémée, qui est ensuite plus qu'un système à proprement parler, une synthèse entre plusieurs systèmes. Donc Ptolémée va synthétiser plusieurs éléments. Notamment, il va reprendre les mouvements et les positions des astres de Aristote, auxquels il adjoint ce que l'on appelle des épicycles, c'est-à-dire des petits cercles dans les cercles, pour expliquer des irrégularités
que le système d'Aristote ne permettait pas d'expliquer. Donc, je vous mets là sur l'écran une représentation de ce système de Ptolémée. On voit ici la position de chacune des planètes. Hein. Donc, par exemple, si on prend Jupiter, là, on a son orbite, hein, c'est ce trait-là. Et on voit ici le petit rond qui est ici, là. Hein. C'est pour figurer des épicycles éventuels, c'est-à-dire des ronds dans le rond. Donc, on suppose que Jupiter va faire comme ça. Et puis, de temps en temps, hop là, il fait un petit tour en arrière. Et puis, on continue. Et puis, encore un petit tour en arrière. Et donc, ça explique qu'on n'arrive pas à observer d'une façon parfaitement régulière le mouvement de Jupiter. Bah oui, forcément, c'est pas possible à partir du moment où on pense que le centre de l'univers c'est la Terre, et ben ça ne marche pas du tout. Voilà. Et donc finalement, ce qui est important surtout avec Ptolémée, hein, c'est pas tant le fait qu'il ait eu tort, hein, c'est souvent comme ça qu'on le retient, mais en réalité c'était aussi un très grand savant. Hein. En réalité, c'est avec lui que se pose pour la première fois, de façon explicite, la question du rapport entre l'ordre du monde et ses représentations. C'est-à-dire qu'on se demande véritablement comment la représentation du monde va me permettre d'accéder à la compréhension de son ordre. Donc ici, on va avec Ptolémée, on va essayer de chercher finalement le système le plus simple afin de rendre le mieux compte du mouvement des cieux. Mais on va voir que cette question-là fait véritablement problème parce que ça va supposer que cette représentation, encore une fois, est théorique, c'est-à-dire qu'elle fait l'objet d'une interprétation et qu'on va pouvoir aisément changer d'interprétation. Par exemple, on a d'autres savants qui ont proposé des systèmes géocentriques qui n'étaient pas ceux de Galilée, hein, de Ptolémée, pardon. C'est le cas par exemple de Tycho Brahe. Donc le problème, c'est que ça paraît entrer en contradiction avec ce qui est aujourd'hui les critères de la science, à savoir l'idée qu'une vérité scientifique doit être universelle, c'est-à-dire vraie pour tous, tout le temps, et nécessaire, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être autrement. Alors du coup, évidemment, dès qu'on se met à parler d'une modélisation simplement mathématique, ben, ça ne va pas du tout marcher. Il faut ajouter à ces trois difficultés une quatrième difficulté, pour ainsi dire cachée, parce qu'on en prendra vraiment la mesure qu'avec Galilée, c'est le fait que l'observation simple, c'est-à-dire de moi qui me mets au bord d'une route et qui regarde, hein, ou moi qui sors dans mon jardin regarder les étoiles, l'observation qui plus est à l'œil nu n'est en réalité pas exacte. On y reviendra un petit peu plus loin, hein, mais l'observation qu'on appellera naïve ne fonctionne pas. Elle me fait mal percevoir les phénomènes et du coup, je dois toujours avoir déjà en tête une théorie pour la comprendre. À partir de ce moment-là, cette idée de sauver les phénomènes, hein, dont je vous parle depuis tout à l'heure, ça veut dire en réalité retrouver une rationalité postulée derrière l'irrégularité constatée des phénomènes. Mais on voit bien que cette rationalité, elle est simplement postulée en réalité. Hein. Donc un postulat, c'est... hop, je vous mets la définition. C'est une idée que l'on pose comme vraie, comme évidente, sans avoir besoin de la prouver, et sans attendre de la démonstration qu'elle la prouve également. Ça, ce serait une hypothèse. Donc, par opposition, hein, par exemple, les axiomes, c'est quelque chose que l'on va se donner, d'accord ?
que l'on construit soi-même. On va dire, ben voilà, je sais pas, j'appelle ceci une tasse. Voilà, ben ça c'est un axiome, hein, parce que j'ai posé ce nom-là. Et à partir après, dans mon démonstration, je dirais toujours tasse. Tasse. Une hypothèse, c'est une idée avec laquelle on part et on fait une expérience pour vérifier si elle est vraie ou fausse. Un postulat, c'est une idée sur laquelle va reposer une démonstration. Donc j'en ai besoin pour faire ma démonstration, mais je considère que je ne vais pas avoir besoin de prouver mon postulat à un moment donné. Donc on ne prouve pas que c'est vrai, même si c'est pas forcément évident, hein, et on va se contenter de décider qu'il en sera ainsi. Ici, en réalité, à quoi correspond ce postulat? Pourquoi est-ce qu'on se retrouve avec ce postulat de la rationalité du monde? C'est parce que ça répond au besoin, en fait, finalement, de donner du sens au monde. C'est une exigence de la raison. J'ai besoin de comprendre le monde, et pour cela, il faut qu'il y ait quelque chose à comprendre, donc que le monde soit ordonné. On va donc mettre au point une théorie rationnelle qui explique le monde, parce qu'on en a besoin pour le comprendre et lui donner du sens. Mais le problème, encore une fois, c'est que les phénomènes que l'on observe semblent ne pas y répondre, donc on essaie de retrouver cette rationalité. Par conséquent, ici, et ça c'est important, représenter le monde dans ce contexte, c'est avant tout proposer une théorie scientifique qui permettent de lire une rationalité. Sans pour autant supposer qu'il en va réellement ainsi. Mais le problème, on l'a déjà dit, hein, je me répète un petit peu parce que je conçois que c'est pas forcément évident à suivre quand on a ces idées-là pour la première fois, hein, c'est que si du coup l'astronomie n'est qu'une affaire de construction géométrique, alors on ne peut affirmer la vérité d'aucun système. On va juste dire que certains sont plus pratiques. C'est une thèse qu'on appelle l'instrumentalisme, c'est-à-dire qu'on va dire qu'une théorie scientifique n'est qu'un instrument pour comprendre le monde. Alors la science aujourd'hui, elle n'est pas tout à fait instrumentaliste, au sens où on essaie quand même de parler véritablement du monde, mais on a quand même conscience du fait que, quelque part, la science est un ensemble d'hypothèses, hein, fondées sur l'expérience, mais qu'on va toujours dépasser en un sens ces hypothèses. Donc l'idée de l'instrumentalisme est quand même en partie demeurée, hein, dans la compréhension de la science aujourd'hui, puisqu'on dira que la science, elle a une visée pratique. Voilà, on propose le modèle le plus efficace pour expliquer le monde, mais tout en prétendant quand même véritablement parler de ce qui est en train de se passer. Alors qu'ici, c'est vraiment l'idée que une théorie, finalement, c'est qu'un instrument que je peux changer autant que je le voudrais. Donc il n'a pas forcément de prétention à la vérité, mais simplement à l'efficacité. Donc toutes les hypothèses astronomiques vont du coup être traitées de la même manière, de façon équivalente, d'un point de vue scientifique. Quand on dessine les sphères, on considère donc que la représentation du monde explique le monde, le rend cohérent, mais ne le reproduit pas ou ne le limite pas. Les choses ne sont pas nécessairement ainsi qu'on les comprend, ainsi qu'on les représente, pardon. On est donc ici assez loin de l'idée d'imitation du monde, hein, terme qui se dit mimésis en grec, on en parlera la prochaine fois dans notre cours sur la perspective, mais vous avez peut-être déjà rencontré ce terme en français. Donc on n'a pas une représentation à l'identique, une mimésis, mais bien une représentation mathématique pour expliquer les phénomènes, ce qui se justifie aussi par le fait que la représentation mimétique, la mimésis, est extrêmement critiquée en fait, notamment par Platon, qui va nous expliquer qu'en fait, on l'avait déjà vu la dernière fois, hein, reproduire les choses à l'identique, ça ne les explique pas. On va juste reproduire quelque part l'erreur que l'on peut faire, que nos sens peuvent commettre en regardant quelque chose. Donc reproduire une erreur, finalement, ça fait qu'une erreur, quoi, ou à la limite une erreur au carré. Ce qui a du sens, c'est essayer de comprendre par un lien
le rapport entre des phénomènes. Et donc c'est ça, c'est cette idée-là que doit atteindre un modèle mathématique. Bien. On voit donc ici que passer du postulat de l'ordre du monde à sa représentation théorique, c'est à la fois une exigence pour expliquer le monde, et en même temps, c'est pas du tout évident. La représentation du monde, finalement, va être bouleversée à partir du XVIe siècle, à la fois parce qu'on va modifier le type d'univers qu'on décrit et les principes d'explication qu'on utilise. C'est ce que je vous disais au début. Donc, tout d'abord, qu'est-ce qui va être modifié? Le principe d'explication. On va considérer que la représentation du monde n'est pas que théorique. Mais qu'en réalité, le modèle mathématique que l'on propose a un vrai fondement dans l'expérience. Et ce fondement dans l'expérience, comment est-ce qu'on va le trouver? Eh bien, avec un bouleversement extraordinaire qui est de dire que l'on peut écrire le monde de façon mathématique. On peut même décrire le monde d'après des relations mathématiques. Et ça ne va pas du tout de soi. Parce que ça implique déjà de pouvoir mesurer des phénomènes, ce qui n'est pas du tout évident, parce que la mesure, c'est pas facile à faire, et parce qu'en fait, la mesure, c'est une construction scientifique. Hein. Par exemple, quand je mesure un mètre, eh ben, je vais mesurer ce mètre d'après un mètre que l'on a posé arbitrairement, et qui d'ailleurs est encore aujourd'hui détenu dans un, je sais plus où d'ailleurs, qui est un mètre qu'on possède, et c'est un étalon mètre, hein, avec lequel on va pouvoir, qui va servir de comparaison pour s'assurer qu'on a véritablement un mètre. Donc le mètre étalon, je vous le montre puisque je l'ai cherché. Hop là, voilà, c'est ce truc-là. Hein. Et c'est en fait un mètre qui a été décidé de façon totalement arbitraire par une conférence. Et c'est un mètre, c'est une barre de platine, hein, puisque la platine se modifie très peu, qui est conservée à Paris. Bref. Donc c'est possible d'expliquer tout ça par des relations mathématiques, et ça n'est pas évident du tout, on y reviendra. Deuxième idée, l'univers est un objet différent, hein, puisqu'on va le considérer non plus comme un monde fini et géocentrique, mais comme un univers infini et héliocentrique. Alors, je vais vous expliquer ces deux modifications. Il y a plusieurs étapes dans ces découvertes. La première étant la découverte, ou en tout cas l'intuition d'un savant qui s'appelle Giordano Bruno, qui introduit pour la première fois en 1440 l'idée d'une infinité de l'univers. Donc ce qui est important ici, c'est que pour quasiment la première fois, parce qu'on en trouve aussi des recherches dans certains textes grecs, mais je ne rentrerai pas là-dedans, que l'idée que cet infini de l'univers n'est pas un infini, c'est-à-dire en fait un pas fini, hein, mais bien une infinité positive, une étendue sans fin, ce qui est une contradiction normalement, et pourtant organisée. Alors ça nous paraît normal, mais en réalité c'est très compliqué de maintenir ensemble l'infinité de l'univers plus l'idée qu'il soit organisé. Pourquoi? Parce que par exemple, il n'y a pas de sens à dire qu'il y aurait un centre à une étendue infinie. Pour qu'il y ait un centre, il faut qu'il y ait des bords, sinon on ne peut pas trouver un centre. Pour trouver des relations harmonieuses, il faut que ce soit un tout clos en fait. Et à partir du moment où on se prive de cette clôture, c'est donc toute l'idée de l'organisation de l'univers, mais surtout du géocentrisme qui doit sauter. Parce qu'il n'y a aucune raison que la Terre soit au centre du monde. D'accord? Donc vous voyez que quand on va dire c'est pas la Terre mais le Soleil qui est au centre du monde,
En fait, on ne veut plus du tout dire la même chose. On ne dit pas simplement ils ont inversé de sens. Hein. On dit véritablement qu'on a une représentation de l'univers qui n'a absolument rien à voir. J'y reviendrai un petit peu plus loin. Donc c'est très difficile du coup de maintenir toutes ces idées qui mettaient l'homme au centre du monde à partir du moment où on considère que le monde c'est un univers infini. Bon, cela dit, il va falloir attendre longtemps avant que cette thèse ne soit répandue et en particulier exploitée scientifiquement, puisque même Copernic et Galilée ne l'affirment pas franchement, ils parlent d'immensité indéfinie. Donc il y a un second pas très important qui intervient avec Copernic et la publication en 1530 d'un ouvrage intitulé « Des révolutions des sphères célestes ». Donc, qu'est-ce qu'il dit Copernic dans Des révolutions des sphères célestes? Eh bien, pour la première fois, il suggère un modèle héliocentrique et un double mouvement de la Terre, c'est-à-dire l'idée que la Terre tourne autour du Soleil et sur elle-même. Donc la Terre n'est pas immobile, hein, ce qui dans le monde grec est véritablement un synonyme de perfection. Hein, ce qui est mobile, c'est ce qui cherche en fait quelque part quelque chose de nouveau et donc qui est en manque. Alors que ce qui est immobile, c'est ce qui est déjà parfait, qui n'a plus besoin de bouger. Donc la Terre bouge autour du Soleil, la Terre bouge sur elle-même. Et cette découverte est déconcertante selon en réalité 2 points. Pourquoi est-ce qu'elle est déconcertante cette nouvelle? C'est évidemment pour l'époque une véritable révolution, un changement complet de compréhension. Mais ces 2 points différents sur lesquels je voudrais insister, c'est que tout d'abord, eh bien en fait, ça ne marche pas bien. On dit toujours que voilà, Copernic a découvert que la Terre était au centre de l'univers, etc., que la Terre n'était pas au centre de l'univers, etc. Mais en réalité, son système n'est pas complet du tout, ça marche pas bien du tout. En fait, c'est d'ailleurs un système qui est très compliqué, avec encore tout plein d'épicycles comme chez Ptolémée. Son système n'est pas du tout pas si simple que ça par rapport à celui de Ptolémée. Et puis en fait il est faux parce que Copernic pense que le mouvement des planètes du système solaire se fait selon des orbites rondes, alors qu'en fait elles sont oblongues, c'est-à-dire ovales, et pas rondes. Donc ça, pour le savoir, il faudra attendre Kepler, hein, qui est né en 1571 et mort en 1630, donc un demi-siècle en gros, hein, un bon siècle, pardon, après le De Revolutionibus. C'est écrit à un petit siècle. Bref. Il faudra attendre Kepler pour le vivre, pour le savoir, ça, que c'est oblong et pas rond. Et donc en attendant, en fait, c'est pas si pertinent que ça de choisir le modèle de Copernic, à part si véritablement, on veut mettre la Terre, cesser de mettre la Terre au centre de l'univers. La seconde raison pour laquelle cette découverte est déconcertante, ou en tout cas devrait l'être, c'est qu'elle est précédée d'une préface, son œuvre, d'un autre savant, hein, Osiander, qui est véritablement instrumentaliste, très exactement comme tous les Grecs qui précèdent ces découvertes-là, et donc qui présente les découvertes de Copernic comme étant simplement une théorie bien pratique. Hein. Moyennant quoi, c'est vrai que ça évite de se mettre en danger vis-à-vis de l'Église qui refusait fermement que la Terre ne soit pas au centre du monde, parce que ça supposerait que le monde n'a pas été fait par Dieu pour l'homme. En réalité, Copernic n'est pas du tout d'accord avec Osiander de ce point de vue-là, et pour lui, c'est vraiment comme ça que ça se passe. Toujours est-il que la conjugaison de ces 2 idées, hein, le fait que ça ne marche pas bien et celui que ce serait simplement un modèle mathématique, tendrait à faire de la découverte de Copernic une simple construction mathématique, pas tellement meilleure que les autres. Alors pourquoi est-ce que cette découverte est quand même véritablement importante? Eh bien parce qu'en fait, Copernic, c'est le premier à croire vraiment au mouvement de la Terre. C'est-à-dire à affirmer que ça n'est pas simplement une représentation de l'esprit, c'est pas simplement une façon pratique de le faire, que ce qu'il est en train de dire, c'est véritablement la description du monde.
Donc il n'est pas révolutionnaire Copernic quant à ce qu'il décrit, mais bien quant au sens qu'il donne au principe d'explication du monde. Ce qui compte, c'est pas tant l'image du monde qu'il donne que la signification qu'il lui prête. Donc avec Copernic, on va commencer à introduire l'idée que pour représenter le monde, il faut finalement concilier les principes physiques, donc les observations physiques, et les principes mathématiques. Et donc produire une vraie théorie de l'observation. Et c'est là que va intervenir Galilée. Donc l'apport de Galilée, il ne s'arrête pas du tout à l'astronomie, hein, mais ces deux grandes découvertes sont tout d'abord la possibilité de décrire des mouvements physiques en termes mathématiques. Et le fait d'avoir produit une loi des lois de l'observation. En plus, hein, donc de ces découvertes astronomiques. Alors, je vais revenir un petit peu sur ces deux idées-là. Donc, son premier rapport très important, c'est la mécanisation du monde physique, c'est-à-dire le fait qu'on peut exprimer les mouvements physiques en termes mathématiques. Ça, en particulier, il l'introduit dans une œuvre qui s'appelle Le dialogue entre sur les deux plus grands systèmes du monde en 1632, où il dit, je cite, « La physique est écrite dans cet immense livre, continuellement ouvert sous nos yeux, c'est-à-dire l'univers. Mais on ne peut le comprendre si d'abord on apprend à connaître la langue en laquelle il est écrit. Il est écrit en langue mathématique, et les caractères sont des triangles, des cercles et autres figures géométriques, sans le moyen desquels il est humainement impossible d'y rien comprendre. » Donc on a ici une inversion par rapport à la mathématisation grecque, puisque on ne considère pas que les rapports mathématiques ne sont qu'une manière d'exprimer le monde, que l'on projette sur le monde, mais on va d'abord partir de l'observation, et ensuite on va traduire ce qu'on a observé en termes mathématiques. Donc, en réalité, on va considérer que le monde agit bien selon des rapports mathématiques qu'il faut découvrir. Donc, on a besoin, il y a l'idée qu'on a besoin d'outils mathématiques pour décrire de façon satisfaisante les phénomènes. Et donc, on va comprendre ces phénomènes selon des principes mathématiques. Quels sont ces principes ? Eh bien, les corps physiques, hein, au lieu de les considérer à partir des qualités comme le faisait Aristote, on va les considérer selon deux principes fondamentaux, qui sont leur étendue, c'est-à-dire leur taille, et leur figure, c'est-à-dire leur forme. Et non à partir donc de qualités propres et distinctes selon les types de corps, comme le fait Aristote. Donc on va considérer que tous les objets durs, quels qu'ils soient, ont une étendue, une figure, et pas qu'il y en a qui sont chauds, il y en a qui sont froids, etc., etc. Donc seuls les aspects mathématiques sont pertinents pour comprendre les phénomènes. Donc je vous ai parlé tout à l'heure de comment Aristote expliquait la chute des corps. Galilée, lui, l'explique de façon très différente, en disant la chute d'un corps peut s'expliquer par une relation entre la vitesse de ce corps et l'espace parcouru. D'accord ? Un tel corps, en fonction de sa masse, va parcourir tel espace en tant de temps, en fonction de sa vitesse. Ok ? J'y reviendrai un petit peu plus tard. Donc on va chercher une loi qui corresponde à l'expérience, mais qui ne soit pas simplement descriptive. Au sens où
elle ne va pas, elle doit être universelle. Elle ne va pas varier à chaque fois. S'il y a des exceptions, s'il y a des fois où ça ne marche pas comme d'habitude, normalement, en réalité, une loi scientifique doit permettre d'expliquer pourquoi est-ce que là, il y a exception. Donc, une loi, ici, c'est une proposition qui est toujours vraie et qui permet de rendre compte de tous les phénomènes. Donc, deuxième apport essentiel de Galilée à l'astronomie, à la science à l'époque, c'est l'importance de l'observation. C'est-à-dire qu'il va il va donner à l'observation une réelle scientificité. On le voit ici, dans le truc que j'ai, dans le passage que j'ai cité, il y a une opposition entre la connaissance par les livres, c'est-à-dire par la compilation des phénomènes déjà observés, des observations comme le faisaient les empiriques, et comme Galilée le reproche à des philosophes qui s'appelaient scolastiques. Scolastique, ça vient de école, donc c'est la doctrine philosophique dominante à l'époque de Galilée, et qui consistait en fait à véritablement étudier ce qui a déjà été dit pour en déduire de nouvelles connaissances. Mais on ne se dirigeait pas vers la nature pour le savoir. On regardait ce que les autres avaient déjà écrit. Donc on oppose ici la connaissance par les livres et la connaissance par le livre, c'est-à-dire le livre, c'est en fait la nature, l'observation de la nature. Il faut observer la nature parce que c'est là qu'on va trouver des réponses, mais on ne va pas se contenter de tout accepter. On va observer la nature en sachant, en quelque sorte, ce que l'on veut lui demander. Donc en ayant en tête des hypothèses, des théories, sans pour autant, bien entendu, projeter sur la nature ce qu'on veut y trouver, mais en quelque sorte, on va poser des questions à la nature en disant, ben voilà, qu'est-ce qui se passe si je fais ça? Voilà. Est-ce que si je fais ça, il se passe ça? Je vais y revenir plus tard avec la chute des corps. Donc, mais en fait, c'est la suite de ce que je viens de dire. Finalement, l'expérience que demande, l'observation que demande Galilée, l'expérience physique, est bien souvent opposée à l'expérience commune, c'est-à-dire l'expérience que je fais si finalement je n'y réfléchis pas. De fait, si je ne réfléchis pas à cette expérience-là, il faut être bien idiot pour croire que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil, puisque vous voyez bien que c'est le Soleil qui bouge dans le ciel. Eh bien oui. Sauf qu'on sait que c'est faux, en réalité, cette idée-là. Donc de fait, quand Galilée étudie la chute des corps, eh bien, il ne va pas se contenter de faire tomber un corps d'une tour, par exemple, la tour de Pise en l'occurrence, d'après la légende, il aurait fait tomber des pierres. C'est une légende. Donc on ne se contente pas de faire tomber un truc parce qu'il y a deux problèmes qui vont se poser. La mesure n'est pas assez précise. Et bon, ça prend plusieurs années à Galilée de le découvrir, mais je vous fais la version rapide. Et cette chute est en réalité modifiée en fonction de la taille et de la forme de l'objet, en fait de sa masse, par la résistance de l'air. Plus un objet est léger, plus il va être en réalité retenu dans sa chute par les molécules d'air. Et donc, il va y avoir une résistance de l'air qui la ralentit dans sa chute. Alors qu'un objet plus lourd va être moins ralenti et donc va arriver plus vite. Mais donc de ça, on pourrait croire que les objets plus lourds tombent plus vite que les objets plus légers. En réalité, non. C'est la même loi qui s'applique dans tous les cas. Simplement, c'est la résistance de l'air qui va modifier cette observation-là. Mais dans le vide, quand il n'y a pas d'air, la plume et le plomb tombent exactement à la même vitesse. Donc la loi de la chute des corps, elle doit être la même. Comment est-ce qu'il fait Galilée pour contourner cette difficulté, pour vérifier plus exactement que c'est à cause de la résistance de l'air que les objets ne tombent pas à la même vitesse? Eh bien, il construit un pan incliné sur lequel il va faire rouler des billes de taille et de poids différents. Et ce plan incliné va permettre de donner une résistance en réalité identique dans tous les cas. Et donc, il va réussir à partir de ça à avoir une observation beaucoup plus précise de la chute des corps.
Mais donc on voit que l'observation, elle n'est pas immédiate, elle n'est pas naïve. Enfin, il est passé dans un premier temps par une observation comme ça, et ensuite, au fur et à mesure qu'on constate des problèmes et des écarts par rapport à une loi générale, eh bien, on va raffiner la chose et mettre des expérimentations de plus en plus précises. Oui, donc il faut observer la nature, parce que c'est là qu'on va trouver des réponses, mais en sachant conduire une expérimentation de manière raisonnée. On peut également voir ici un autre exemple ici, c'est l'exemple de l'observation de Mars. Alors l'observation de Mars, c'était un argument majeur en faveur du géocentrisme, donc de l'idée que la Terre était au centre de l'univers. Pourquoi ? Parce que les gens qui croyaient au géocentrisme expliquaient que si la Terre n'était pas au centre du monde, alors on aurait dû observer des différences de taille dans l'orbite de Mars. Hein, en effet, si on va prendre deux objets, voilà, hop, la Terre et Mars. Hein. Donc si je suppose que la Terre est au centre du monde, Mars va tourner tout autour, tac, 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 tac. Je l'observe toujours du même endroit, et donc c'est normal qu'elle ait toujours la même taille. Okay. En revanche, si la Terre et Mars sont sur deux orbites différentes et tournent autour d'un centre commun, hein, que l'on va supposer fictif parce que je n'ai pas une troisième main, et bien voilà, ça tourne comme ça, ta 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 ta. Et il y a des moments où Mars va être plus proche de la Terre et des moments où elle va être plus loin, puisqu'on a on n'est pas sur des... c'est pas l'un qui tourne autour de l'autre. Donc il faudrait par moment que Mars apparaisse plus petite et par moment elle apparaisse plus grande. Or, quand on regarde Mars, elle a toujours la même taille. Okay. Donc, pour répondre à ce problème-là, Galilée va faire cette hypothèse. Il y a bien une variation de taille dans la taille de Mars, mais on ne peut pas la voir. Pourquoi ? Pour deux raisons. Parce que l'œil humain ne discerne pas les changements de taille des sources lumineuses quand elles sont trop éloignées. Ça, on ne le savait pas à l'époque, c'est Galilée qui le découvre ainsi. Donc il suppose ça, il dit peut-être que quand une source lumineuse est très éloignée, je n'arrive pas à bien voir ces variations de taille. Pour vérifier ça, il va s'appuyer sur des lois d'optique pour construire un télescope, hein, que c'est lui qui a inventé le télescope, afin d'observer de façon plus précise la taille de Mars. Et là, de quoi est-ce qu'il s'aperçoit ? Il s'aperçoit qu'il y a bien une variation dans la taille de Mars. D'accord ? Et donc, il transforme ce qui était une objection en faveur de l'héliocentrisme en un argument en sa faveur. Donc, il y a un changement radical de méthode. L'observation et la mise au point des lois deviennent mathématiques et donc on va supposer un réseau d'hypothèses, d'expérimentations soigneusement préparées. Je vous signale simplement, mais le cours est déjà bien long et je ne voudrais pas le compliquer davantage, de fait, on peut approcher cette idée de représentation comme étant un véritable outil de scientificité à partir de la recherche de la classification du vivant. Donc c'est vraiment là une digression. Hein. Vous trouvez dans vos manuels des textes de l'INE, page 204. Et pour ma part, je ne vais pas inclure ça dans le cours parce que ça ferait un cours très long. Et que sur la chaîne YouTube sur laquelle vous vous trouvez actuellement, il y a déjà un cours à ce sujet qui a été fait par mon mari. Donc regardez ce cours-là, le cours sur l'INE et la classification du vivant qui permet d'expliquer pourquoi la représentation passe par une classification. Voilà. Donc toujours est-il qu'on peut conclure avec cette idée que la représentation en elle-même, à partir de la modélisation proposée par Galilée, devient un outil de scientificité à partir du moment où on considère que la représentation me permet de mettre au jour des lois, et notamment des lois mathématiques, mais pas seulement. Hein, par exemple, Francis Bacon, écrit un texte qui s'appelle le Novum Organum,
qui a pour but de mettre en place des systèmes de présence et d'absence entre les phénomènes, hein, ça s'appelle des tables, et qui permet de représenter le lien entre différents phénomènes. Et donc Francis Bacon, il a un petit peu le même rapport à l'observation que Galilée, puisqu'il oppose, dans l'aphorisme 95 du livre 1 du Novum Organum, 3 rapports différents à l'observation du monde et sa représentation. Hein. Il dit qu'un scientifique ne doit ni être une araignée qui ne fait que déduire finalement des choses, donc qui construit elle-même sa toile, hein. Donc on ne peut pas purement déduire des choses, mais elle ne doit pas non plus être une fourmi qui ne ferait qu'amasser des choses et qui n'en ferait rien, qui ne les digérerait pas. Donc on ne peut être ni purement scolastique, donc je ne fais que déduire ce qui a déjà été fait, ni purement empirique, je ne fais que collecter des éléments, mais il faut être comme les abeilles, c'est-à-dire collecter et transformer en quelque chose de nouveau. Et donc cette collection et cette transformation en quelque chose de nouveau, c'est véritablement la représentation qui se fait pour Bacon grâce aux tables et à l'expérimentation. Donc on va bien avoir ici une modélisation du réel, mais qui n'est pas purement mathématique, qui est à la fois mathématique et physique, et qui donc prétend parler réellement du monde. Donc pour conclure maintenant, c'est une bonne conclusion, il faut insister sur l'importance philosophique de ces découvertes. Je vous disais tout à l'heure, c'est pas du tout pareil de dire la Terre est au centre de l'univers et le Soleil est au centre de l'univers. Pas simplement parce qu'on change de position, hein, mais il y a quelque chose de beaucoup plus important qu'un changement de position, c'est-à-dire que quand je suppose que la Terre est au centre de l'univers, ça veut dire, dans la façon dont on le dit à l'époque, hein, est au centre du monde en fait, ça veut dire que le monde est organisé en fonction de la Terre. Et du coup, en fait, en fonction de l'homme. Que tout est fait pour l'homme, pour l'humain, pour l'humanité, et que tout a un sens par rapport à la Terre et par rapport à l'humanité. En revanche, quand je vais dire que le Soleil est au centre de l'univers, et bien en fait, je ne vais pas le dire, parce que je vous ai dit, c'est pas possible d'avoir un centre de quelque chose qui est infini. On va dire le Soleil est au centre du système solaire. Et il y a plein d'autres systèmes. En fait, il y en a un nombre infini d'autres systèmes. Et on comprend les systèmes, non plus par leur relation à nous-mêmes, qui en sont le centre, mais par des relations qui sont relatives à la position dans laquelle on se situe, mais dont on va changer, d'accord ? Peut-être que je me considère moi comme le centre de mon monde, mais c'est relatif à ma propre subjectivité, c'est en aucun cas une position absolue, d'accord ? Et c'est ça, en fait, que découvre Galilée, en plus de tout ce que je vous ai raconté jusqu'ici, c'est la relativité du mouvement, c'est-à-dire l'idée qu'un mouvement ne peut être compris que relativement à une position, d'accord ? Si je suis dans un train, j'ai l'impression que c'est la vache qui bouge, okay ? Alors qu'en fait, c'est moi qui est en train de bouger, mais moi, je ne sens pas le mouvement. Donc, les mouvements sont relatifs, les positions même elles-mêmes sont relatives. Je ne peux dire que le Soleil est au centre de quelque chose que par rapport à lui-même, en fait, par rapport au système solaire. Mais le Soleil n'est pas au centre de l'univers du tout. Même si je pourrais très bien d'ailleurs décrire l'ensemble de l'univers en fonction du Soleil, ça c'est pas un problème. Mais ça ne veut pas dire qu'il l'est vraiment. Donc ça va être très important parce que ça va véritablement modifier la façon dont on voit l'univers. Hein. Un qui a véritablement tiré les conséquences de ce changement, c'est Pascal, qui admet l'infinité de l'univers, mais qui va en fait refuser cela comme étant important. Enfin, c'est très important pour lui, mais c'est totalement vide de signification, c'est pourquoi il ne faut pas du tout se consacrer à cette idée-là. Hein, donc Pascal, on connaît très souvent son aphorisme, hein, l'immensité de l'infini de l'univers m'effraie, hein, je cite de mémoire, c'est pas exactement ça. Donc il pense les deux infinis, l'infini de l'univers et l'infiniment petit, et il dit je pense à ces infinis et ça m'effraie.
Pourquoi? Parce que, eh bien, il y a une perte de sens derrière, derrière cette révolution de l'infinité de l'univers. Si l'univers est infini, alors comment faire pour lui donner du sens? Comment retrouver du sens à un univers qui n'est plus construit par Dieu pour nous, mais qui est infini, et dans lequel finalement on n'y voit pas sa marque. Donc juste une parenthèse, hein, Pascal était janséniste, donc il était extrêmement religieux, donc il ne dirait absolument pas que le monde n'a pas été fait perdu, hein, attention. En revanche, c'est ce qui a bien été reproché à Galilée. À partir du moment où on considère que le monde n'est pas organisé en fonction de l'humanité, eh bien, on n'est plus en mesure de lui donner une signification religieuse, et en fait, on n'est plus en mesure de lui donner une signification du tout. La représentation du monde, dans ce cas-là, n'a plus pour but de donner des raisons à l'état du monde, mais bien des causes. C'est-à-dire qu'on ne va pas demander pourquoi le monde est ainsi, mais on va dire le monde est ainsi parce qu'il y a eu un agrégat de matière, enfin c'est pas comme ça que ça s'est fait, hein, j'invente, et que petit à petit, une cause en a entraîné une autre et on est en arrivé à cette idée-là. Mais on ne va pas dire le pourquoi, on va dire le comment en quelque sorte. Donc on va opposer un régime d'explication qui renvoie à des raisons à un régime d'explication qui renvoie à des causes. Il n'y a pas de sens à l'univers, en revanche, il y a un lien entre les phénomènes qui fait que le mouvement d'un phénomène d'un corps va en provoquer un autre, etc. etc. Donc c'est ici d'ailleurs le sens du refus de Newton dont on n'a pas le temps de parler ici. Donc Newton refuse de chercher une cause à la gravitation qu'il a découvert. Donc c'est Newton qui a découvert la force de la gravitation, c'est-à-dire l'idée qu'un corps est attiré par un autre dans l'espace. Mais il dit, bah voilà, moi je peux décrire grâce à la gravitation le mouvement des astres. En revanche, je ne vais pas chercher à trouver la cause de la gravitation. Il dit qu'il se refuse à chercher des hypothèses parce que la gravité c'est une force, un lien constant en fait et prévisible entre les phénomènes qui permet d'expliquer leur mouvement. Mais si on allait chercher plus loin, en fait, on retombe sur un régime d'explication qui cette fois-ci est philosophique ou religieux, mais qui n'est plus scientifique. Donc, on ne va pas chercher de cause ou d'hypothèse à ce qui provoque la gravité, mais on va simplement se servir de la force de la gravité pour expliquer le mouvement du monde. On a ainsi un changement radical dans la représentation du monde, puisque on ne va plus comprendre cette représentation en fonction du sujet qu'il observe, mais bien en fonction de l'objet qui est observé. Et c'est cela que l'on appelle en réalité, en plus de toutes les découvertes astronomiques qui y sont rajoutées, c'est cela que l'on appelle la révolution galiléenne. Donc un en particulier qui a tiré les conséquences et qui les a formalisées, les conséquences de ce changement, c'est le philosophe Emmanuel Kant, qui a écrit cet ouvrage, donc la critique de la raison pure, d'où est extrait le texte que je vais vous demander de travailler pour la semaine prochaine avec un QCM. Et donc Emmanuel Kant explique qu'avec Galilée, il y a une véritable révolution philosophique, puisque le centre du monde, c'est plus le sujet, mais c'est l'objet que l'on étudie. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la découverte de l'objectivité. C'est-à-dire l'idée qu'un phénomène doit être expliqué en fonction de ses caractéristiques propres et pas en fonction de celle du sujet qu'il observe. Ce que l'on appelle la subjectivité. Donc l'objectivité, c'est l'ensemble des caractéristiques d'un objet. C'est le fait de comprendre quelque chose en fonction de ce qu'il est et pas en fonction de ce que moi je vois. Voilà.
Donc, pour la prochaine fois, je vais vous demander d'étudier ce texte de Kant, hein, on verra ça ensemble. Je ferai également dans la semaine une autre vidéo pour la correction du QCM d'avant. Je vous laisse encore quelques jours parce que pour l'instant, il y a assez peu de réponses. Mais pour conclure véritablement avec ce texte-là, avec ce thème-là, hein, donc on voit que la représentation du monde, elle est fondamentale parce que la façon dont je représente le monde va me permettre de former une image donnée du monde. Donc c'est pas ce que je vois qui détermine ma façon de représenter le monde, en tout cas pas seulement. C'est les outils de représentation que j'ai. Ici, l'expérimentation, l'observation, la mathématisation, qui vont me permettre d'accéder à un certain type d'image du monde. Et c'est en ça que constitue cette révolution dans la représentation du monde. C'est le fait que l'on va se donner des outils différents pour comprendre le monde et que c'est ça qui va modifier finalement mon image du monde. Donc, je ne change pas d'image du monde comme ça simplement parce qu'un jour, il y a un gars qui s'est dit « Ah ben tiens, et si on disait que c'était la Terre qui tournait ?» Mais je modifie mon concept de représentation en modifiant les outils qui me permettent de créer une représentation afin d'avoir une image du monde qui est plus exacte, plus proche de la réalité. Voilà, sur ce, eh bien, il me reste à vous souhaiter un bon travail, une bonne semaine et à vous dire à bientôt.